Deuxième table ronde dans un format similaire à la première, en principe 1 heure, nous allons essayer de tenir, parce qu'il y a une après-midi quand même qui est très chargée, donc il ne faut pas trop déborder. Sur cette deuxième table ronde, donc après les enjeux démographiques, liés au travail d'immigration et vieillissement, maintenant nous allons nous intéresser à quelle protection sociale pour les actifs du XXIe siècle, la protection sociale française face aux mutations du travail, des technologies et de l'économie. Donc avec nous aujourd'hui, Louis-Charles Dessat, commissaire social, vous êtes inspecteur général des affaires sociales. Vous avez aussi coordonné le volet social des états généraux sur les régulations du numérique. Et vous avez aussi co-signé un rapport avec Nicolas Amar sur les enjeux de ces nouvelles formes d'emploi liées aux transformations numériques, notamment des plateformes et la protection sociale. Bernard Gazier, vous êtes économiste. Avec un intérêt vraiment sur la longue durée pour le travail, pour l'économie, pour les régulations à apporter au marché du travail, et vous êtes professeur émérite à Paris, à Panthéon-Sorbonne. Benjamin Ferraz, notre deuxième inspecteur, général des affaires sociales, mais par ailleurs enseignant, enseignant sur les questions sociales, et à Sciences Po, et à l'EN3S, et aussi auprès d'autres institutions, qui nous a rejoint plutôt sur le versant de la question du financement. Quel impact de ces transformations du travail sur le financement de la protection sociale? Alors on va procéder aux 2 interventions. Vous allez croiser les regards sur l'analyse actuelle et prospective de ces transformations de l'emploi du travail, de l'économie, de leur impact pour la protection sociale. Et on enchaînera, comme nous n'avons qu'1 heure, avec l'intervention de Benjamin Ferraz, qui est très complémentaire, qui prolongera l'impact sur le volet financement pour pouvoir permettre un temps de débat. Alors pour introduire rapidement, sur la question de travail et protection sociale, on a plusieurs problématiques. On a une première problématique qui est aussi une source d'inquiétude, qui est: est-ce que nous sommes face à une fin du travail, à une érosion de la quantité de travail disponible, avec c'est pendant à la fois une croissance des besoins, avec des problèmes de subsistance pour une partie des personnes de l'actif et une fragilisation du financement, ou est-ce que c'est plutôt des problématiques d'invisibilisation du travail, de dévalorisation du travail? Ce qui nous renvoie à une question que vous avez tous les deux beaucoup considérée, qui est l'évolution des formes d'emploi et des statuts d'emploi. Ces statuts se diversifient, se pluralisent, il y a un renouveau du travail indépendant, mais sous de nouvelles formes, un renouveau qui est peut-être moins quantitatif que qualitatif. Avec le pendant, est-ce que ce sont des formes d'emploi qui n'ouvrent pas une même qualité de protection sociale? Et ça, c'est la troisième problématique. Quelle réponse? Quelle stratégie? Est-ce que c'est une stratégie d'universalisation des droits sociaux pour les délier des statuts d'emploi? C'est ce qui est présent à travers des réformes comme le compte personnel d'activité, c'est aussi présent dans la réforme des retraites. Est-ce que c'est une stratégie de régulation renforcée, avec, on le voit dans le mouvement social, dans le syndicat, mais aussi dans des mouvements tels que portés par des personnes concernées? Je pense à des livreurs, je pense à des personnes qui se vivent comme ubérisées, qui montent des mouvements pour revendiquer d'être reconnus comme des salariés. Et les syndicats les accompagnent, certains pays ayant des justices qui vont jusqu'à requalifier vers le salariat, c'est statut d'indépendant. Et puis il y a aussi ce débat qui est toujours vivant, bien qu'il ne trouve pas son débouché opérationnel, qui est un revenu universel, sans condition. Ça a été présent dans la dernière campagne présidentielle, ça le restera. Et on se demande à quoi cela répond. Est-ce que ça répond à un projet d'émancipation, ou est-ce que ça répond à ce qui était cité au départ, le fait qu'on serait face à une part des actifs qui serait surnumérique par rapport aux besoins de l'économie, ce qui amènerait à envisager durablement un revenu universel. Alors évidemment, c'est vécu et c'est perçu et analysé comme un possible facteur de fragilisation de notre protection sociale, d'autant plus que notre protection sociale reste en majorité financée par des cotisations. Certes, l'assiette, certes, les ressources ont évolué, mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, on est toujours sur un 75% de cotisations sociales, donc assises sur le travail, pour financer les droits, et que nos droits demeurent, pour l'essentiel, des droits contributifs, c'est-à-dire acquis par le travail. Donc je crois qu'on a vraiment les intervenants indiqués. Vous n'allez pas répondre à toutes ces questions, elles sont trop nombreuses, mais elles nous permettront au moins de mieux identifier les enjeux
Et c'est ce qu'on appelle aussi, ce qu'on demande à une journée de prospective. Michel de ça, je vous en prie, pour 15 minutes. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, comme vous le disiez à l'instant, les mutations du travail, de l'emploi, sont particulièrement rapides depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Chacun peut en juger tous les jours, à domicile, dans les transports, au bureau, dans les magasins, sur les lieux de loisirs. Donc je vais essayer effectivement dans les 15 minutes qui me reviennent de développer 3 points devant vous. D'abord de caractériser ces mutations du travail et en insistant notamment sur celles qui sont liées plus spécifiquement aux transformations numériques. Je vais ensuite m'arrêter sur les principaux défis pour la protection sociale. Vous avez évoqué aussi des sujets majeurs, on va dire, de conditions de travail. Je vais essayer de me concentrer sur la protection sociale et en me focalisant aussi non pas sur l'ensemble des emplois, mais sur une catégorie très spécifique, très limitée d'emplois qui sont ceux des travailleurs de plateforme, qui sont assez illustratifs, en tout cas présentés comme tels de l'évolution générale de l'emploi et du travail et les risques qui y seraient attachés. Et puis je vais évoquer enfin quelques pistes d'évolution possibles ou souhaitables en me focalisant aussi sur la protection sociale, même si vraisemblablement, enfin en tout cas la vision explique les conditions de travail qui sont des sujets majeurs. Donc, premier point sur les mutations du travail. Bon, je crois que vous avez déjà évoqué en partie cela dans la session précédente, donc c'est un sujet que vous connaissez et qui dépasse largement les transformations numériques, il regroupe beaucoup d'aspects. C'est avant tout le développement massif du salariat momentané, atypique, précaire, qui représente 25% de la main-d'œuvre aujourd'hui dans l'Union européenne. C'est les carrières devenues moins linéaires et les situations de cumul d'emplois salariés, emploi non salariés, 2 emplois non salariés, 2 emplois salariés, c'est la croissance de cette zone grise de l'emploi, c'est-à-dire le brouillage des frontières entre travail indépendant et travail salarié. Les salariés, enfin les individus, les personnes les plus jeunes, en fait, ne sont plus attachés à la même importance à la distinction qui est la summa divisio du droit du travail. Et il faut bien dire qu'il y a une certaine convergence aujourd'hui entre, d'un côté, ce qu'on peut appeler l'autonomie dans la subordination, avec toutes les formes de contrats flexibles, de contrats 0 heure ou équivalent. Le contrat de pigiste en France, par exemple, est un contrat 0 heure, ça ne qualifie pas comme tel. Et, ça c'est pour les salariés, et de l'autre côté, l'allégeance dans l'indépendance, puisque, effectivement, il y a de plus en plus d'indépendants qui sont en fait dans des situations soit de dépendance économique, soit de dépendance à des algorithmes. Ça c'est le cas sur les plateformes. Donc il y a une sorte de zone grise en fait qui apparaît et qui se développe et qui a une mutation importante du travail. Alors, quand on pense mutation du travail, on pense, et vous le disiez vous-même, disparition du salariat, croissance du travail indépendant et ringardisation du travail salarié. Bon, franchement, rien n'est moins sûr, et c'est plus aujourd'hui plus un slogan qu'une réalité statistique. D'ailleurs, quand on prend les professions, je fais en ce moment une mission sur les ophtalmos, les orthoptistes, les opticiens, les optométristes. Quand on prend tout ce monde, en fait, des professionnels de santé, qui sont des professionnels libéraux, bah, aujourd'hui, l'avenir, c'est le salariat. Alors évidemment, quand on s'adresse, j'étais avant de venir ici, et j'ai passé en retard, mais au CNUM qui m'auditionnait, qui fait un rapport, le Conseil national du numérique, vu du point de vue du CNUM, effectivement, et des startups, tout le monde va être indépendant. Tout est une question de perspective. Si on se tourne vers les chiffres, ce qu'on voit, c'est que le travail indépendant, c'est toujours entre 10 et 14% de l'emploi dans l'Union européenne. C'est peu. C'est globalement sur une tendance baissière de long terme. Pourquoi ? Parce que tout simplement les agriculteurs et le petit commerce a tendance à disparaître, à s'effacer. Alors c'est vrai que dans certains pays, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie ou le Royaume-Uni, on a assisté à une hausse du nombre, de la proportion des indépendants sans salariés, mais en tout cas l'OCDE ne parvient pas à discerner de tendance claire à la hausse de travail indépendant. Alors, la mutation du travail, c'est aussi, je vais m'arrêter là parce que c'est l'éclatement, sur les évolutions générales, l'éclatement de la figure de l'employeur, ce que David Veil appelle la fissuration du travail.
Et puis c'est aussi la montée en puissance, c'est un point très intéressant, la montée en puissance des activités réalisées par plaisir. Et souvent, mais pas systématiquement, à titre gratuit. C'est ce que le sociologue Patrice Fichy appelle le travail ouvert. Sur YouTube, sur Instagram, sur Blablacar, et de façon plus générale. Bref, plein d'évolutions du travail, donc qui ne sont pas spécifiquement pour beaucoup liées au numérique du tout, qui sont bien antérieures. Alors celles qui sont spécifiques au numérique, bon, le numérique est certainement un accélérateur de démutation existante, mais il y en a sans doute aussi qui sont plus spécifiques. L'automatisation entraîne certainement, enfin c'est sûr, des risques de perte d'emploi, et surtout au réseau de transformation des emplois et du travail très important, comme l'ont montré de nombreux travaux, notamment de l'OCDE. Les outils numériques dont nous disposons permettent, et c'est très bien, de travailler n'importe où et n'importe quand, mais ils créent aussi le risque de travailler partout et tout le temps. C'est un risque là, qui est très directement lié au numérique. Et puis il y a aussi un phénomène de datification, je ne sais pas comment dire, de la gestion des ressources humaines, de numérisation, d'électronisation de la gestion des ressources humaines, notamment pour le recrutement, l'évaluation des salariés, leur licenciement, qui est en train de surgir et sur lequel je trouve que nous devrions nous concentrer beaucoup plus. Par exemple, le Washington Post décrivait très récemment le logiciel qui est commercialisé par la société HireVue, qui est déjà utilisé par une centaine de très grands employeurs américains, et qui utilise les caméras de votre iPhone ou de votre ordinateur pour analyser les mouvements du visage, le choix des mots, le ton de la voix des candidats à leur emploi, et pour les classer sur la base d'un score d'employabilité. Et donc les universités américaines, d'ailleurs, forment leurs étudiants à bien se comporter face à ce logiciel HireVue. Il y a plein d'exemples comme ça de datification de l'emploi qui sont liés directement au numérique et qui posent de vraies questions. Voilà, donc les plateformes digitales sont aussi évidemment un élément clé de l'application numérique, mais c'est une toute petite partie du sujet, puisque aujourd'hui, les travailleurs de plateforme ne représentent entre 1% et 3% du total des emplois dans les grands pays États-Unis et Europe, et la France est, autant qu'on le sache, dans le bas de la fourchette, plutôt autour de 1%. Alors, quels sont les principaux défis pour la protection sociale que pose ce développement des emplois et des emplois de plateforme? En l'occurrence, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Bon, à mes yeux, je sors un peu les défis clés sont plutôt des défis relatifs à la condition de travail. Effectivement, l'invisibilisation du travail est un sujet majeur, un risque majeur. La détérioration des conditions de travail, les discriminations liées sur la race, l'âge, le sexe, ce sont des sujets très importants qui sont aussi minorés en France par rapport en tout cas à ce qui peut exister aux États-Unis, donc qui sont sans doute pas moindres en France, mais simplement on ne les a pas fait émerger. C'est des vrais sujets, des sujets très importants, des sujets de rémunération, cas échéant aussi, je crois. Mais en matière de protection sociale, donc classiquement on distingue trois défis: le défi du financement, le défi du niveau de la couverture et le défi du niveau de l'effectivité de l'accès à la couverture. Bon, le défi du financement, qui est souvent mis en avant, l'évasion de l'assiette, il n'y aura plus de ressources, ne semble pas le plus sérieux, du moins à l'horizon visible. Pourquoi? Parce que tout simplement le travail de plateforme est un travail de niche et va le rester vraisemblablement au moins à l'horizon de 5 ou 10 ans. Donc on ne voit pas de fuite de l'assiette de ce point de vue-là, et même si on rejoignait, si on avait un taux de 10% d'emploi de plateforme, ce qui peut paraître tout à fait invraisemblable, mais ça resterait quand même encore logique. Par ailleurs, ces travailleurs de plateforme sont les travailleurs indépendants qui ont des couvertures moindres, et donc la balance recette-dépense n'est pas forcément stabilisée. Le développement du travail ouvert, dont je parlais, certains disent Uberpop va vampiriser l'assiette. Uberpop a été interdit en France, et donc on ne voit pas non plus les Instagrammeurs et les YouTubeurs faire prendre un risque à l'assiette des cotisations. On pouvait craindre que l'évasion sociale soit encouragée par l'économie de plateforme, paiement de la main à la main, mais le législateur a pris une mesure qui oblige, dès cette année à vrai dire, à ce que les plateformes transfèrent au fisc et à la cause les montants des ressources touchées. Donc au contraire, ça va plutôt améliorer la situation. Donc bref, ce premier défi me paraît modeste. Le second défi, lui, il est plus réel, mais
néanmoins quand même, je trouve limité, c'est celui de la couverture insuffisante ou inexistante de certains risques sociaux pour les travailleurs de plateforme qui sont indépendants et qui ne cumulent pas de travail avec un travail salarié. Enfin, alors, il n'y a que quelques risques qui sont concernés, en tout cas en France. La couverture contre la perte d'activité, contre le chômage, le législateur a pris des mesures pour pallier en partie cette situation. La couverture de risque accident du travail et maladie professionnelle, il y a des dispositions dans la loi mais qui sont de facto, sauf erreur, pas mises en œuvre. Et donc c'est vrai qu'il y a un sujet, en France comme dans d'autres pays. Et peut-être le risque, le sujet le plus important, c'est le sujet de la prévoyance et de l'invalidité, qui effectivement est un défi. Il n'y a pas de solution totalement évidente à ce stade. Le troisième défi, auquel on pense peut-être pas assez, c'est celui de l'effectivité de l'accès à la couverture sociale. Parce que même si on dispose d'un dispositif de couverture sociale légal ou conventionnel, encore faut-il y accéder. Or, en pratique, les travailleurs de plateforme ont des difficultés à faire valoir leurs droits, et pour plusieurs raisons qui se combinent et qui sont assez proches aussi de celles des travailleurs précaires en général. Mais les situations de cumul de situations de travail salarié et non salarié sont nombreuses, leurs revenus sont variables, modestes, accessoires. Donc, le code de la Sécu n'est pas encore, il y a eu des progrès, mais n'est pas encore totalement adapté à ces situations plus complexes que celles du salarié. Alors, quels sont, face à ces trois défis, les pistes de solutions envisageables dans le domaine de la protection sociale? L'orientation la plus consensuelle et l'ancienne, en fait, consiste à instaurer un principe, mettre en œuvre un principe de neutralité de la protection sociale par rapport au statut du travailleur et d'harmoniser en pratique la protection sociale des travailleurs indépendants sur celle des travailleurs salariés, en y ajoutant des dispositifs de protection sociale complémentaires facultatifs. Bon, c'est ce qui se fait depuis longtemps et c'est ce qu'on poursuit. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais y compris au plan européen, il y a eu un projet de recommandation du Conseil sur l'accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale, qui allait dans ce sens, qui n'a malheureusement pas abouti avec la précédente commission, et qui devrait être pris dans le cadre d'une directive par la prochaine commission, et donc ça c'est une bonne chose. C'est la première. Une deuxième orientation, qui est celle privilégiée notamment par les syndicats et par les URSSAF aussi, l'inspection du travail, c'est d'aller rechercher la requalification en salariés des travailleurs indépendants. La jurisprudence judiciaire, vous savez, semble aller dans ce sens depuis l'arrêt Uberpop en fait, de décembre 2017, l'arrêt de la Cour de cassation de novembre 2018, et puis surtout l'arrêt Dynamex en Californie. Alors cette approche présente évidemment des intérêts assez évidents. On pourrait même, d'ailleurs, comme le législateur californien, imaginer de fixer un principe par la loi de présomption de salariat. Si on s'en tient plutôt à des actions devant le juge, alors et même dans ce cas-là, de présomption de salariat, les plateformes nous disent que c'est antinomique avec leur modèle d'affaires. Donc il y a un risque sur le développement de ces plateformes et de cette économie de plateforme. Par ailleurs, sur un plan européen, ça pose quand même un problème, puisqu'on va avoir des décisions judiciaires qui risquent d'être dans des sens différents, c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, et ce qui fait que le marché intérieur perd de sa réalité. Donc d'où d'ailleurs, pourquoi pas, l'idée d'une directive qui instaurerait précisément cette présomption de salariat. C'est le bon niveau sans doute, si on voulait légiférer dans ce sens. Voilà. On pourrait d'ailleurs au passage, et c'est ce qui a été suivi en France jusqu'à présent, je ne crois pas que ce soit l'idée des législateurs européens, mais cantonner cette présomption de salariat à un secteur, le secteur de la mobilité, de la livraison par ailleurs, qui est quand même le secteur où il y a le plus de problèmes. Bon, voilà. Une troisième idée, mais ça dépasse un peu quand même la protection sociale. La troisième idée, la troisième piste, ça consiste à couvrir par détermination de la loi, une partie des travailleurs de plateforme, par exemple justement les travailleurs des plateformes qui fixent les prix et les services en pratique de la mobilité
et la livraison, selon les règles du régime général de sécurité sociale, enfin bénéficier des règles de la protection sociale des salariés, finalement, assez de salariés là, ça existe déjà pour les artistes d'auteurs, pour d'autres professions. Alors, il faudrait le financer. On peut imaginer le financer par une taxe spécifique sur les plateformes. Ça peut être financé par d'autres biais, c'est un vrai sujet, mais il y a des solutions. On a fait aussi la proposition d'ouvrir un droit optionnel de rattachement à les travailleurs indépendants au régime général. C'est aussi une piste, mais avec toujours le sujet du financement. Après, quatrième piste, et je sais pas ce que fini, c'est la création d'un tiers statut au bénéfice des travailleurs de plateforme, de certains travailleurs de plateforme, qui leur donnerait une partie des droits à la protection sociale. Ça existe un peu à l'étranger. En France, il y a un consensus pour écarter cette piste au motif que ça aurait un effet déversoir en fait, des salariés normaux, je dirais, en quelque sorte, vers cette catégorie de sous-salariés, en quelque sorte. Donc, c'est pas la solution. Une dernière. Alors, la dernière piste en fait, qui a été évoquée en France, c'est celle de la responsabilité sociale des plateformes, au travers de la mise en œuvre notamment de chartes facultatives, et qui ont suscité un certain nombre de polémiques, on va peut-être y revenir, mais qui sont effectivement les solutions qui en tout cas été mises en œuvre jusqu'à présent. Voilà. Et puis, je m'arrêterai là pour vous dire que, comme on le voit, à la fois les défis sont réels, mais peut-être moindres en fait, que ceux qui sont soulignés parfois dans la presse. En même temps, il existe toute une palette de solutions, plus ou moins interventionnistes, à vrai dire, qui s'offrent aux législateurs, avec quand même la mise en perspective suivante, c'est que le législateur français se distingue par rapport aux autres législateurs par son hyperactivisme dans le domaine des plateformes. Et donc, je faisais moi-même des propositions, mais il faut peut-être réfléchir quand même de façon attentive avant de légiférer à nouveau sur ce secteur extrêmement nouveau, et au risque de tuer finalement la croissance en fait, de cette écosystème. Surtout quand on l'avait en perspective avec son ampleur, ce que vous avez aussi fait.